Le grand enjeu, il commence par une analyse du présent. Il se déduit d'une analyse du présent. Cette analyse du présent, elle fait apparaître une grande violence. Une violence faite aux femmes, avec les féminicides, les violences conjugales, le harcèlement, toutes les différentes formes d'oppression qui frappent les femmes. Et elle fait apparaître, et ce présent, il fait aussi apparaître d'autres formes de violences qui sont des violences faites au sol, faites à la terre, faites aux animaux, aux autres vivants que les vivants humains. On est dans une époque vraiment où ces violences explosent, ou plutôt où elles sont conduites par une grande visibilité, et aussi par une grande lutte contre ces violences. Donc le grand enjeu pour moi aujourd'hui, c'est d'arriver à lutter contre ces violences et donc arriver à changer, on pourrait dire, notre système politique, notre monde, et aussi notre représentation du monde. Parce que les violences faites aux femmes, c'est des violences qui sont faites au nom d'une vision binaire du monde. Les hommes, les femmes, l'hétérosexualité, l'homosexualité, on pourrait encore pousser plus loin cette binarité. De la même manière, les violences faites à ce que l'on appelle la nature, ce sont aussi des violences qui sont faites au nom d'une binarité entre la culture et la nature. Or, précisément, il faut sortir de ces binarités. Il faut sortir de la binarité de ce qu'on pourrait appeler le genre. Il faut sortir de cette binarité qui sépare violemment la nature et la culture. Donc, le grand enjeu aujourd'hui, c'est de construire un programme politique qui sera un programme, je dirais, écoféministe. C'est-à-dire qui change à la fois les rapports humains, qui les fasse sortir des marquages de genre, qui les fasse sortir de la binarité, de tout ce qui nous enferme finalement dans un cadre ou dans une cage, et qui nous fasse aussi sortir de ces partages entre la nature et la culture, entre précisément les plantes, les végétaux, les animaux, et de l'autre côté les humains. Sortir d'une vision verticale et binaire du monde. Et ça, c'est bien dire, il y a une alternative. Il y a une alternative, et cette alternative, elle commence avec les luttes qui se jouent aujourd'hui, que ce soit les luttes féministes, que ce soit les marches pour justement un nouveau régime climatique. Elle commence avec ces luttes et elle dessine la perspective d'un monde nouveau. Donc il nous reste à construire ce monde nouveau. J'aurais tout d'abord un mot, c'est celui de système. C'est-à-dire que nous sommes dans un système. Ce système, il a été très bien nommé par une féministe, Silvia Federici, qui a évoqué la perspective d'un système de capitalisme patriarcal. C'est-à-dire qu'à la fois, nous sommes, depuis maintenant un certain nombre de siècles, entrés dans l'âge du capitalisme, et dans un âge du capitalisme qui nous apprend à être toujours du côté du calcul, de la rentabilité, de la société de marché. Nous usons le monde, alors que précisément nous devrions faire usage du monde. Et faire usage du monde, c'est justement autre chose. Donc il y a ce frein. Il y a ce frein du système capitaliste qui, bien évidemment, va avec des formes d'extractivisme, avec des formes d'exploitation forcenée des ressources naturelles, avec aussi une histoire de la colonisation, une histoire de l'exploitation du sud
par le Nord. Et donc ce système, il s'entretient en quelque sorte lui-même. Il perdure, même s'il arrive à un moment de perte de sens, à un moment, pourrait-on dire, enfin une impression de fin du capitalisme. Et en même temps, la fin du capitalisme, c'est encore le capitalisme. Et puis, à l'intérieur de ce système capitaliste, il y a aussi comme un parallélisme. Ce parallélisme, c'est celui du patriarcat par lequel, précisément, eh bien, les femmes, mais aussi les personnes trans, mais aussi toutes les personnes en situation de grande vulnérabilité, ça peut très bien être finalement très large, eh bien, subissent une forme d'oppression et subissent des marquages qui les placent quelque part dans l'échelle du monde. Et ce système, il continue à fonctionner parce que précisément, il est structuré par des pouvoirs. Il est structuré par des pouvoirs. Et puis aujourd'hui, il est structuré on pourrait dire, dans notre géopolitique actuelle, il est structuré par de véritables forces politiques. On peut bien sûr évoquer Poutine en Russie, on peut évoquer Erdogan en Turquie, on peut évoquer Trump aux États-Unis, on peut évoquer bien d'autres personnes qui sont justement à la tête d'États. Donc, il continue à fonctionner et surtout, lui-même, il se reproduit. Donc, comment les luttes peuvent-elles en quelque sorte aller contre ce système? Au départ, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Donc l'obstacle, c'est le système qui perdure, c'est les mécanismes du système aussi qui deviennent de plus en plus performants, qui savent aussi s'approprier des critiques et les redéployer. Donc oui, vraiment l'obstacle, c'est le système et donc la manière finalement dont la modernité s'est habillée avec le capitalisme et le patriarcat. On pourrait dire que les choses naissent avec l'appellation de modernité. Parce que la modernité, elle a bien évidemment un aspect lumineux, celui de la possibilité du progrès, mais elle a aussi des aspects sombres. Et en particulier, la modernité, c'est le moment où avec Bacon, avec Descartes, avec Newton, et la manière aussi dont on les lit, c'est le moment où se construit une vision calculatrice et on pourrait dire technoscientifique du réel, par laquelle on va penser finalement toute chose en termes de maîtrise, en termes de contrôle, et aussi on pourrait dire d'ailleurs en termes de souveraineté solitaire et non en termes de souveraineté solidaire. Et donc ce moment de la maîtrise et du contrôle, c'est le moment où s'établit justement ce parallélisme entre le capitalisme, c'est-à-dire la possibilité elle-même du calcul qui emmène à l'exploitation des forces de travail, et puis de l'autre côté, le patriarcat et cette possibilité pour certains humains, les hommes, de pouvoir justement gouverner les femmes. Donc l'origine, c'est la possibilité d'un gouvernement des humains, qui conjoint un modèle capitaliste et un modèle patriarcal à l'âge de la naissance de la modernité.
dans l'histoire de la modernité, il y a une utilisation effectivement de la force physique et on associe l'homme, le mâle et la force physique. Et on associe les femmes et une certaine vulnérabilité, faiblesse, rapport au sentiment. Et bien évidemment, cela, on le construit. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Il y a un texte de Hobbes, très connu, le Léviathan, qui explique qu'en fait, les choses se compliquent dans la société quand ce qui intervient, justement, c'est plus tant la force que la ruse. Et je crois que dans la manière dont s'est construite la modernité et dans la manière dont les hommes ont pu asseoir leur pouvoir sur les femmes, il y a aussi beaucoup de ruses. La ruse de faire croire que précisément l'espace intérieur, la maison va être l'abri, la ruse de faire croire que s'occuper de l'éducation des enfants, c'est la tâche la plus noble qu'il soit. Il y a beaucoup de ruses. Il y a bien évidemment aussi un rôle du corps. Il y a bien sûr un rôle du corps, mais il y a surtout le fait d'établir un contrôle sur le corps des femmes. Et donc, par ce contrôle, de dire vous êtes les faibles et nous sommes les forts. Alors le système est violent. Le système s'est quand même beaucoup déployé dans ce qu'on a appelé le néolibéralisme. Et le néolibéralisme, c'est quand même le fait de lancer cette injonction aux individus: soyez autonomes, mais le soyez autonome veut dire soyez performant, et le soyez performant veut dire participez à la société de marché et rendez tout à l'état de marchandises. Et donc on est donc bien dans un système qui est celui de la marchandisation des corps, marchandisation des esprits, marchandisation même de la vie intime. Alors comment on solutionne? En trouvant des pratiques et des actions et des luttes collectives qui justement promeuvent d'autres modèles. Et en particulier, il y a à mon sens un modèle, un paradigme, on pourrait dire, d'action. C'est celui que les Anglo-Américains ont appelé le care. C'est celui qu'on peut appeler le prendre soin. Et je crois que dans le prendre soin, il y a l'idée de considérer les choses comme des choses, de considérer les humains comme des humains, les vivants comme des vivants, et de justement prendre en considération à la fois la vulnérabilité des êtres, la vulnérabilité du monde, mais de pouvoir aussi agir avec cette vulnérabilité. Donc de pouvoir réparer, de pouvoir précisément maintenir en vie, de pouvoir penser des modèles de développement qui ne soient pas des modèles où tout surgirait comme ça, ex nihilo. Et là-dessus, il y a un exemple qui me vient en tête. C'est la question des oliviers, et c'est la question des oliviers morts dans les Pouilles. Parce que dans tout le sud des Pouilles, qui s'appelle le Salento, il y a une bactérie qui a ravagé les oliviers depuis les années 2011, 2012, 2013, de telle sorte que quand on se promène de Brindisi jusqu'à la fin du talon de la botte, on ne voit quasiment que des oliviers morts. Et donc ces oliviers morts, ce sont des oliviers qui n'ont pas été soignés comme ils auraient dû l'être, qui ont fait l'objet de chants
de culture intensive. Il faudrait pouvoir revenir à des petites propriétés. Il faudrait pouvoir revenir aussi à autre chose que la monoculture. Il faudrait combiner les oliviers avec d'autres types d'arbres. Il faudrait pouvoir réenchanter les sols. Et c'est ça le soin. Le soin, c'est repartir précisément de ce qui nous arrive et pouvoir réparer, et pouvoir justement produire des actions qui soient des actions d'attention au sol, d'attention aux autres, d'attention aux plantes, d'attention aux oiseaux. Donc ça suppose aussi un modèle politique, je dirais, quelque peu déroutant, que je nommerais le modèle de l'écoute. Ça suppose d'écouter, ça suppose de voir et d'agir ensuite. Il y a quelque chose de très intéressant de ce point de vue-là, du point de vue, si on essaie de réfléchir conceptuellement à ce qu'on propose comme changement, c'est de revenir à deux concepts que Spinoza avait pu penser il y a quelque temps maintenant, enfin au XVIIe siècle, à savoir, il avait pensé d'un côté le concept de pouvoir, potestas, et puis de l'autre côté, le concept de puissance, potentia. Et le pouvoir, il l'a pensé, il l'a vraiment défini comme ce qui nous permet la domination sur d'autres, comme ce qui nous permet précisément l'exercice d'un contrôle. C'est donc un petit groupe qui exerce sa maîtrise et son contrôle sur d'autres groupes. Ça, c'est précisément le pouvoir. Et puis de l'autre côté, il y a la puissance. Et la puissance, elle part en quelque sorte d'une analyse du dedans que les individus peuvent faire d'eux-mêmes, d'une analyse aussi de leurs besoins, de leur vulnérabilité, et la possibilité à partir de cela de pouvoir développer justement une capacité d'action. Et cette notion de puissance, je crois qu'elle est particulièrement importante aujourd'hui. Elle est reprise d'ailleurs dans l'écoféminisme. Je pense en particulier au texte de Starhawk qui justement différencie ce qu'elle appelle un pouvoir sur la domination des uns sur les autres, et puis un pouvoir du dedans qui est justement la possibilité d'exercer une capacité d'agir à partir de ses propres vulnérabilités, de sa propre situation, et donc la possibilité aussi de déployer une puissance d'exister et d'agencer ensemble des puissances d'exister, de telle sorte que cette puissance, elle devient une puissance collective. Et c'est sans doute ce qui se déploie dans un certain nombre, je dirais, de mouvements collectifs aujourd'hui. Les marches, les assemblées, les grèves, les occupations, c'est conformément à cette possibilité d'une puissance qui est à la fois une transformation de soi, des autres et du monde. Je crois que ce qui naît un peu partout, mais à chaque fois de manière située, mais sur la base en même temps d'une oppression commune à toutes les femmes, c'est la perspective de ce qu'on pourrait appeler un peuple des femmes, un peuple transnational qui justement se développe ici ou là, à la fois au nord, au sud. Et ce qui me semble aujourd'hui, enfin le diagnostic en tout cas que nous avons fait avec Guillaume Leblanc dans le peuple des femmes, à partir de ce travail d'enquête sur le féminisme, on pourrait dire à l'ère MeToo et dans un certain nombre de pays du monde, c'est qu'il y a aujourd'hui une grande richesse et une grande inventivité des féminismes du Sud. Et que ce sont sans doute ces féminismes du Sud qui vont permettre de réinventer les féminismes du Nord.
Et j'en donnerai quelques exemples. Alors, à la fois sur le mode de cité des femmes, que l'on pourrait voir peut-être de manière assez défensive, comme des formes de protection contre les violences des hommes. Mais ces cités de femmes, je pense en particulier à cette cité des femmes dans le village de Ginouar au Kurdistan syrien, ce sont de vraies structures qui se développent avec une autre conception des relations humaines et où on construit des écoles, où on construit des maisons communes, des maisons de citoyenneté, où on construit aussi une boulangerie, une épicerie. Donc il y a là de nouveaux modèles communautaires où les femmes se reconstruisent avec des profils très différents, parce que dans ce village de Ginouar, il y a à la fois des guerrières du Kurdistan contre Daesh, il y a des femmes victimes de violences, il y a des femmes qui ont été répudiées, il y a des femmes qui sont des activistes écologistes et qui se retrouvent à cet endroit. Donc il y a ces modèles de villages dont on peut considérer qu'ils ne constituent sans doute qu'une étape, qu'une sortie, que le moment de la sortie du patriarcat. Mais il y a aussi des prises de voix extrêmement fortes politiquement. Je pense en particulier à ce peuple des femmes qui se constitue dans des pays comme le Brésil, et il y en a d'autres, à travers le mouvement des sans-terre. Ces femmes qui précisément cultivent des terres sans en être propriétaires et qui veulent continuer à pouvoir les cultiver malgré souvent des multinationales ou des grosses structures qui entretiennent des rapports de propriété à la terre et qui essaient d'exproprier ces terres. Et donc ces femmes, elles luttent, elles militent, elles se rassemblent, elles créent justement des assemblées de revendication du caractère commun de la terre. Donc dans cette revendication du caractère commun de la terre, il y a vraiment la mise en place d'un peuple des femmes comme peuple politique, mais qui n'est d'ailleurs pas seulement un peuple des femmes, qui est aussi un peuple de toutes celles et de tous ceux qui revendiquent un commun de la terre. Le fait d'ailleurs que fondamentalement la terre appartient à tout le monde. Donc cela c'est très fort. Et puis il y a enfin ces mouvements de grève féministe. L'idée que la grève générale, désormais, elle sera forcément féministe parce qu'il faut intégrer tout le travail fait par les femmes qui n'est pas rémunéré, qui est un travail invisible, et qui, lorsqu'il fait l'objet d'une grève, on voit bien que ce travail existe, parce que enfin il devient visible, parce que précisément il n'est plus fait. Donc il y a ces moments de grève aussi qui peuvent redéfinir le syndicalisme lui-même, et c'est d'ailleurs beaucoup ce qui s'est joué en Argentine ces dernières années. Donc je crois qu'il y a une force aujourd'hui des féminismes du Sud, une force très politique de ces féminismes du Sud, qui ne peut que nous amener à redéfinir nos féminismes du Nord. Je crois qu'on a besoin de redéfinir le féminisme au Nord, d'une part parce qu'il a tendance à beaucoup se fragmenter en querelles, qui me semble souvent, pour ma part, inutile, parce qu'il y a une universalité de l'oppression des femmes. Mais en même temps, il y a des situations très différentes d'un pays à un autre, d'une région à une autre, et il peut y avoir des moyens de lutte très différents. Et donc, en ce sens-là, le black feminism n'est pas la même chose que les femmes écoféministes qui luttent en Inde et que les femmes qui luttent pour l'avortement actuellement aux États-Unis, etc., etc. Donc je crois que le féminisme du Nord se
se perd beaucoup dans des scissions, dans des querelles, et qu'il ferait bien précisément de se réapproprier l'action, de repartir justement d'actions situées et de voir après comment elles se connectent à d'autres actions, à d'autres endroits. Et donc c'est en ce sens-là qu'on peut établir ce dialogue entre le Nord et le Sud. Et puis également, en particulier les femmes dans les pays du Nord ont pu bénéficier d'un certain nombre de droits, le droit à l'avortement, le droit à la contraception, dans un certain nombre de pays, dont l'Islande, des programmes d'État très très efficaces sur l'égalité des salaires. Mais en même temps, tous ces droits qui ont été gagnés font aujourd'hui l'objet d'attaques, et donc on pourrait dire que la révolution des femmes et ces luttes qui ont réellement existé, elle ne peut se penser aujourd'hui sans une réaction politique qui essaie de réaffermir et de reconsolider le patriarcat et dans tous les pays. Donc nous avons besoin de constituer un peuple transnational pour être tout simplement plus forte, à la fois sur la lutte contre le patriarcat et puis sur l'idée de pouvoir établir un nouveau monde. Ce peuple, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un peuple au sens classique du terme. C'est pas un peuple au sens du peuple français, c'est pas un peuple au sens de ce que Rousseau avait pu appeler peuple, comme une volonté commune de faire une association politique. Ce n'est pas non plus le peuple au sens de ce que l'on considérait comme la partie la plus basse de la société, la plèbe, etc. C'est vraiment un peuple au sens de quelque chose qu'on ne peut pas encore totalement nommer, expliciter. C'est un peuple en devenir. Ce peuple en devenir, oui, je pense qu'il a un rapport très fort à l'éthique. Parce que je pense que dans des domaines comme le féminisme et l'écologie, il n'y a pas de politique sans éthique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation du collectif sans transformation de soi et sans transformation des relations que l'on a au quotidien. Et donc, je crois que le monde, la perspective d'un nouveau monde, la perspective d'un monde meilleur, la perspective d'un monde qui répare et qui agit, elle ne peut pas se faire sans une éthique qui est une manière de vivre, d'exister, de faire, et dans laquelle, et c'est pas facile, on essaie aussi de mettre en accord la théorie et la pratique. C'est-à-dire que la domination ne peut pas constituer une éthique. La domination ne peut pas constituer une éthique parce qu'elle fonctionne selon le mode sujet-objet. Le sujet qui domine et l'objet qui est dominé. Et très longtemps, bien évidemment, ça a été sujet-homme, objet-femme. Et on connaît très bien cette histoire. L'éthique, et en ce sens-là, l'éthique est relationnelle. L'éthique, elle pose un sujet face à un autre sujet. Alors attention, là où l'éthique devient particulièrement intéressante, mais où son exercice devient particulièrement difficile, c'est quand elle met en relation quelqu'un qui précisément est censé savoir ou quelqu'un qui est censé soigner, par exemple, et puis de l'autre côté, quelqu'un qui est censé apprendre ou quelqu'un qui est censé être soigné. Et donc, l'éthique, elle est particulièrement intéressante quand elle met en avant un accompagnement
face à une situation de vulnérabilité. C'est-à-dire, on a face à soi un sol, une terre vulnérable ou un individu vulnérable, et précisément, on doit pouvoir le soutenir, on doit pouvoir l'accompagner, on doit pouvoir lui rendre de la capacité ou de l'action. Et là, l'éthique, elle est plus nécessaire que jamais parce qu'il y a tous les risques que la relation, elle se transforme en relation justement d'abus, de pouvoir, de domination. Et donc là, comment on fait sujet? Comment on fait sujet dans une relation qui est au départ asymétrique? Et donc, sur toutes ces questions-là, on est dans des relations qui portent des asymétries. Et donc, si on est dans des relations qui portent des asymétries, eh bien, l'éthique est plus importante que jamais. Je suis philosophe. Donc, ce qui me plaît dans cette fin de XXe siècle et dans ce début de XXIe siècle, c'est qu'il y a enfin des femmes philosophes. Ou en tout cas, il y a enfin d'autres modes que les modes très masculins de faire de la philosophie. Il faudrait plutôt le dire comme ça. Et moi, il y a plusieurs textes que j'aime beaucoup. Ce sont des textes de Judith Butler. Tout d'abord, le texte qu'elle a écrit au début des années 1990, Gender Trouble, trouble dans le genre, qui est vraiment un texte qui essaie de penser à la fois la dimension du sujet sexué, du sujet sexuel, l'importance de la question du désir sexuel, et justement du désir qui n'est pas seulement un désir hétérosexuel, mais qui peut être bien sûr tout autre type de désir. Et elle introduit ça de manière radicale en philosophie, et c'est fou de penser que personne ne l'a fait avant elle. C'est-à-dire que personne avant elle, même Simone de Beauvoir, n'a jamais réussi à thématiser la possibilité que le sujet qui pense, que le sujet philosophique soit à la fois un sujet sexué et sexuel, avec en même temps cette tendance à performer des normes de genre, à les reproduire, mais aussi à les défaire. Et donc ça, c'est un texte radicalement neuf en philosophie. Et puis ensuite, il y a tous les textes, et en particulier celui sur la force de la non-violence. Et ce que je crois des marches pour le climat, mais aussi des marches féministes, ce que je crois de ces assemblées qui ont pu se constituer ici et là dans le monde, ce que je crois de ces grèves générales qui sont des grèves féministes, c'est qu'elles témoignent de cette puissance justement de la non-violence et de la possibilité de transformer le monde par des actions qui s'imposent collectivement, sans être des actions de destruction des autres. C'est-à-dire le fait d'appliquer d'autres méthodes précisément que celles du capitalisme patriarcal. Et donc, cette force de la non-violence, eh bien, elle a un sens politique, mais ce sens politique n'existe pas sans conception d'une éthique, parce que c'est très difficile d'être non-violent. On est tous violents, on est tous portés à la violence, parce qu'aussi tout nous porte à la violence, mais parce qu'aussi la violence, c'est constitutif du monde. Donc comment on construit cette distance et comment on se conscientise du côté précisément moi je dirais d'une puissance de la non-violence. Ça, c'est une manière d'écrire, j'espère, notre avenir. Je n'appellerai pas ça douceur, d'abord parce que la douceur pour moi n'a justement qu'une signification éthique, alors que la non-violence, ça a une signification qui conjoint l'éthique et la politique. La non-violence
La perspective d'une politique non-violence, c'est la perspective d'une politique démocratique. C'est avoir en ligne de mire la perspective de la démocratie, de ce qu'on peut appeler justement, par exemple, une démocratie des vivants. Alors que la douceur, c'est beaucoup plus une qualité morale qui, en plus, a souvent été associée directement, en tout cas assignée aux femmes, hein, la douceur des femmes dans l'espace privé, la douceur des sentiments des femmes. La douceur, c'est beaucoup plus restreint, c'est beaucoup plus feutré. Moi, je resterai vraiment sur cette expression de non-violence.